Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui au cinéma pour vous parler d'affaires qui ont inspiré des films et des séries. Alors ne vous attendez pas à des films tels que Zodiac, qui parle du fameux tueur inconnu dont l'histoire est très perturbante et dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, ni au film From Hell, qui parle de Jack l'Éventreur. Ça serait trop facile. Installez-vous, sortez le popcorn, on y va. La première affaire nous parle d'un meurtre très mystérieux. La belle Adélaïde est née en France le 19 décembre 1855 de l'union de Clara Chamberlain, d'origine anglaise, et d'un Français, Adolphe Collet de la Trémoille, exerçant la profession de professeur de mathématiques. Sauf qu'il semblerait que le brave homme ne soit pas le père biologique d'Adélaïde. Personne ne sait qui il est, mais des rumeurs parlent d'un Anglais de la bonne société, respectable, fortuné et très marié. Ça n'empêche pas Adolphe d'éduquer Adélaïde comme si elle était sa propre fille. Malheureusement, il meurt en 1860 et Clara en 1866. La toute jeune Adélaïde est à partir de ce moment recueillie et élevée par le couple formé par Anne et William Wellbeloft jusqu'à l'âge de 19 ans, âge auquel elle est envoyée en Angleterre pour épouser un certain Edwin Barlett. Le mariage est arrangé par la famille adoptive d'Adélaïde. Ils estiment qu'Edwin, qui est âgé de 30 ans, est un très beau parti pour elle. C'est un épicier prospère et travailleur. Cet arrangement ressemble pour moi plutôt à une transaction. La famille adoptive d'Adélaïde verse pour ce mariage une forte somme d'argent à Edwin. Il y a 3 conditions que l'épicier va devoir respecter. Il va devoir prendre entièrement en charge sa jeune épouse. Il ne devra jamais parler de ses origines troubles et il devra lui permettre de continuer ses études. Le 6 avril 1875, le couple se marie pour le meilleur et surtout pour le pire. Adélaïde, qui a toujours été catholique, se convertit pour devenir protestante comme son nouvel époux. Juste après le mariage, Edwin respecte la clause où il est demandé qu'Adélaïde continue ses études et l'envoie pendant 1 an dans un pensionnat anglais avant de l'envoyer dans un couvent protestant en Belgique. Leur vraie vie de couple ne commence donc qu'en 1877. Edwin est un vrai bourreau de travail et les résultats sont là. Il crée toute une chaîne d'épiceries et l'argent coule à flot. Le mauvais côté, c'est qu'il est souvent absent de la maison et que sa jeune épouse s'ennuie ferme. Elle tourne en rond seule dans sa belle et grande maison. À peine 1 an après son retour de Belgique, son beau-père, Edwin Senior, l'accuse d'avoir une liaison avec le frère de son mari, Frédéric. Même si tout indique que c'est la vérité, Adélaïde nie tout en bloc et son mari la croit et prend même sa défense. Il oblige son père à présenter ses excuses officielles par écrit pour avoir osé dire de telles horreurs. Quant à Frédéric, il quitte illico le pays pour rejoindre l'Amérique. La vie reprend son cours. En 1881, le couple est heureux car Adélaïde est enceinte. Malheureusement, l'enfant est mort-né. Edwin refuse de faire venir un médecin malgré les demandes de la sage-femme, alors que l'accouchement se révèle très pénible. Cette épreuve décide le couple à ne plus jamais essayer d'avoir un autre enfant. Il faut dire qu'Edwin croit au mesmérisme, c'est-à-dire à la très grosse louche, au magnétisme animal pour guérir, ce qui explique pourquoi il a refusé de l'aide pour l'accouchement. En 1883, Edwin prend une décision qui va se révéler dévastatrice. Le couple déménage et ils font la connaissance du pasteur George Dyson qui a 27 ans. Le courant passe rapidement et Edwin engage l'homme d'église pour qu'il enseigne les classiques de la littérature à son épouse. Mal lui en a pris. Le pasteur passe ses journées en tête-à-tête avec Adélaïde et ce qui devait arriver arriva. Ils deviennent amants. Ne croyez pas qu'Edwin s'en offusque, au contraire. Il se rend vite compte de la situation et l'accepte. Ils forment même une espèce de ménage à 3. Edwin et Adélaïde déménagent ensuite dans un appartement dans la banlieue de Pimlico. Ça ne met aucunement fin à cette étrange relation que du contraire. Edwin demande officiellement à George Dyson d'épouser Adélaïde si jamais il devait lui arriver quelque chose. En effet, la santé d'Edwin semble se dégrader depuis 1885. Adélaïde explique à son amant qu'Edwin souffre d'un mal inconnu qui va le faire mourir d'ici 1 an et qu'il prend du chloroforme pour soulager ce mal.
Et pour ne rien arranger, un dentiste complètement barjot lui a coupé les dents au niveau des gencives pour lui mettre un dentier. Un certain docteur Alfred Leach examine Edwin et lui diagnostique une indigestion due à un empoisonnement au mercure. À l'époque, on utilisait le mercure pour soigner les MST comme la syphilis. Mais Edwin affirme n'avoir jamais eu de telle maladie et avoir pris des comprimés pour soulager ses douleurs sans savoir ce qu'ils contenaient. Adélaïde, qui s'occupe avec dévotion de son mari, demande un second avis médical. Un autre médecin diagnostique à Edwin une dépression et des insomnies et lui conseille de sortir plus souvent. Alfred Leach se dit qu'Edwin a peut-être des vers et lui balance toute une série de laxatifs avec l'effet que vous imaginez. Et ça marche. Edwin se sent mieux et envisage de bientôt reprendre son travail. Le 27 décembre 1885, Adélaïde demande à son amant d'aller lui chercher du chloroforme pour aider Edwin à dormir. À savoir qu'Edwin n'a rien demandé. Le pasteur s'exécute et va chercher 4 petites bouteilles de chloroforme en trouvant comme prétexte pour les pharmaciens des taches de graisse à retirer avec ce chloroforme. Il donne ensuite le tout à Adélaïde. Le 30 décembre, le docteur Leach annonce une bonne nouvelle à Edwin. Il est complètement rétabli. Le lendemain, Edwin et Adélaïde se rendent chez le nouveau dentiste d'Edwin. Le couple est plus amoureux que jamais. Ils disent être tristes d'être déjà mariés car ils voudraient avoir le plaisir de se marier à nouveau. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le 31 décembre, le couple passe le réveillon en amoureux. Ils profitent d'un bon repas et Edwin demande à l'horlogeuse, Madame Dodgett, de lui préparer un aigle fin pour le petit déjeuner du lendemain. Le cap du Nouvel An passe et les Dodgett sont réveillés à 4 heures du matin par des coups frappés à leur porte. Il s'agit d'Adélaïde. Elle est affolée, Edwin est mort. Quand les Dodgett montent voir le corps, il est déjà froid. Rien ne leur paraît suspect si ce n'est un verre de cognac sur la cheminée, rempli aux 3/4, qui dégage, en plus de l'odeur de cognac, une odeur d'éther. Le docteur Leach est appelé. Il ne comprend pas ce qui a pu arriver. Son patient allait beaucoup mieux. Il demande à la toute fraîche veuve si Edwin aurait pu prendre du poison. Adélaïde répond que c'est impossible, elle l'aurait vu. Edwin senior, qui déteste sa belle-fille, crie au meurtre. Elle a tué son fils. Le docteur Leach propose une autopsie qui est acceptée par Adélaïde. Elle aussi veut savoir ce qui s'est passé. Celle-ci montre qu'Edwin n'a jamais souffert d'aucune maladie chronique. Il était en pleine forme. Par contre, quand le médecin légiste ouvre son estomac, une très forte odeur de chloroforme envahit la pièce. Nous voilà face à un meurtre. Bien entendu, le pasteur se retrouve très mal. C'est lui qui est allé acheter le chloroforme et il demande des explications à sa maîtresse qui lui dit de ne rien dire et qu'elle ne s'est pas servie du chloroforme contre son mari. Elle l'a jeté. La discussion tourne en dispute et sonne le glas de la relation des deux amants. Le 26 janvier 1886, l'analyse de la dépouille est terminée et révèle comme unique poison le chloroforme. L'enquête démarre début février. Le docteur Leach et le pasteur sont entendus et leur dire accable Adélaïde qui est arrêtée. Elle a pour défenseur un avocat très réputé, Sir Edward Clark, et surtout très cher. On pense que c'est son père biologique qui l'a engagé car elle n'en avait pas les moyens. Avec son ex-amant qui témoigne contre elle, il est presque certain qu'Adélaïde va être reconnue coupable. Cependant, il reste un très gros point d'interrogation. Si Adélaïde a tué son mari avec le chloroforme, comment a-t-elle fait? Vous allez me dire, facile, elle lui a fait boire. Eh bien, il se révèle que ce n'est pas possible. Si le chloroforme était passé par la bouche et la gorge d'Edwin, cela aurait entraîné des brûlures importantes sur tout le trajet du produit qui est très irritant. Aucune brûlure n'est retrouvée lors de l'autopsie dans sa bouche et sa gorge. Alors, comment le poison est-il arrivé dans son estomac? En plus, il n'y a pas moyen de le verser dans une boisson pour le faire boire à Edwin sans qu'il s'en rende compte car c'est particulièrement mauvais et l'odeur est très forte. Et si on lui a fait boire de force, on se demande comment, car il n'y a aucune trace de violence sur le corps suggérant une ingestion forcée du poison. L'accusation a beau mettre en avant le testament d'Edwin en faveur de sa femme et l'envie de celle-ci d'épouser le pasteur, rien n'y fait. Le jury décide de l'acquitter en disant, bien qu'il n'y ait pas de preuves suffisantes pour montrer comment et par qui le chloroforme a été administré, nous pensons que de graves soupçons pèsent sur la prisonnière. Après son acquittement, Adélaïde a tout simplement disparu de la circulation. On ignore ce qu'elle a fait du reste de sa vie. D'étranges théories paraissent sur la manière dont elle a tué son mari. L'une d'elles est, d'après des discussions entre Edwin et le docteur Leach, que le pasteur était un hypnotiseur et qu'il hypnotisait Edwin à travers Adélaïde ou même directement.
La nuit de sa mort, sous influence hypnotique, Edwin aurait donc bu le verre de cognac mélangé au chloroforme sans douleur ni brûlure. Le pasteur George Dyson s'est exilé en Australie avant de revenir aux États-Unis sous le nom de John Bernard Walker. Il s'est marié, est devenu l'éditeur du Scientific American et est décédé en 1928. Quant au Dr Leach, il meurt de façon assez bizarre en 1896. Il a été asphyxié par des gaz alors qu'il cherchait la raison pour laquelle un de ses patients avait attrapé la diphtérie. Un médecin de l'époque a prononcé cette phrase à propos d'Adélaïde. Maintenant qu'elle a été acquittée, elle devrait expliquer comment elle a fait pour introduire le chloroforme dans l'organisme de son mari afin de pouvoir faire avancer la science. Cette affaire a inspiré le film Mesmerized avec Jodie Foster qui est sorti en 1985 en Australie, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Ce même film est sorti en 1986 aux USA sous le titre My Letters to George, probablement en référence aux lettres enflammées que s'envoyaient Adélaïde et George. D'après vous, Adélaïde est-elle bien la meurtrière de son mari? Et surtout, comment le poison est-il arrivé dans l'organisme d'Edwin? Pour notre deuxième affaire, nous voilà dans la ville de Sand Lake, qui se trouve dans l'État de New York. Ne vous attendez pas à de hauts buildings qui a du béton partout. C'est un petit patelin où vivent moins de 10 000 personnes entourées de lacs, d'étangs, de forêts et de 2 petites montagnes. La légende dit même que ces forêts, où vous pouvez passer des heures sans rencontrer un qui-vive, sont hantées. C'est dans ce décor de carte postale que vit la belle Hazel Irene Drew, qui est née dans le comté de Rensselaer le 3 juin 1888. À l'âge de 14 ans, elle part vivre dans la riche ville de Troyes, qui est largement républicaine, où elle se trouve des emplois de domestique chez les notables du parti républicain, Thomas Hislop et John Tupper. Début 1908, elle travaille pour le professeur Edward B. Carey, un professeur d'ingénierie respecté, chez qui elle loge dans une chambre de bonne. Ça nous paraît jeune, mais c'était monnaie courante à l'époque. Elle gagne désormais son argent et se passionne pour ce nouveau monde où les femmes sont habillées à la dernière mode. C'est maintenant une jeune femme superbe de 20 ans, blonde aux yeux bleus. Beaucoup d'hommes la courtisent, mais c'est une fille sérieuse et ça ne l'intéresse pas. D'autant plus qu'elle a été fiancée avec un dentiste qui l'a quittée sans explication. La voilà vaccinée contre le mariage. Cet été est particulièrement chaud et Hazel s'offre une nouvelle jupe à 75 $ qu'elle commande en urgence à sa couturière. Ça paraît banal, mais c'est tout de même une fameuse somme pour une domestique à l'époque. Elle ne gagne que 4,50 $ la semaine. Hazel explique à la couturière que cette robe est pour aller au lac George avec sa tante Minnie pour la fête de l'indépendance. Ce qui est bizarre, c'est que pour finir, elle n'est pas allée au lac avec sa tante. Elles ont passé le week-end à Troyes. On ignore pourquoi elles ont changé leur plan. Le lundi 6 juillet, Hazel est fatiguée et pas du tout motivée pour faire son travail. Et pire encore, elle annonce au couple Carey qu'elle démissionne sans leur donner de raison quand ils lui demandent de faire la lessive. Elle empoche son dernier salaire et fait ses bagages. Elle fait envoyer sa lourde malle chez ses parents et s'en va avec sa valise et son sac en direction de la maison de sa tante adorée, à qui elle ment en disant qu'elle a seulement pris quelques jours de congé et qu'elle va rendre visite à des amis. Mais elle ne s'y est pas rendue. Ses amis ne savaient même pas qu'elle parlait de venir les voir. On ne sait rien de ce qu'Hazel a pu faire ce jour et cette nuit-là. Le lendemain, à 13h49, Hazel met sa valise en dépôt à l'Union Gare pour venir la chercher plus tard. Elle prend ensuite un train en direction d'Albany. Un homme la voit vers 15h à bord d'un tramway près de la gare ferroviaire. Et selon lui, elle était en compagnie d'un homme grand et mince. On perd de nouveau sa trace jusqu'à 19h30, heure à laquelle elle est vue par plusieurs personnes sur un chemin de terre appelé Taberton Road à Sand Lake. Ce chemin mène à un étang appelé Teals Pond. Les gens sont étonnés car elle est trop chaudement et trop bien habillée pour se balader là. Ce chemin est le plus souvent fréquenté par des chasseurs et des pêcheurs. Personne ne sait comment elle est revenue d'Albany. L'une des personnes à la croiser et à lui parler est Frank Smith, un ouvrier agricole amoureux d'Hazel depuis des années et pas très fut-fut. Il est en calèche avec un marchand de charbon, Rudolf Gundrum, quand il a vu l'objet de son affection cueillir des framboises. Il lui propose de la ramener chez ses parents, mais elle refuse malgré le fait que la nuit commence à tomber. Les deux hommes s'en vont, laissant Hazel seule. C'est à ce moment qu'elle disparaît. Le 11 juillet, des jeunes garçons décident d'aller camper près de l'étang. Au programme, chasse à l'écureuil et pêche.
L'un d'eux aperçoit quelque chose qui flotte sur l'étang. Il appelle ses amis et il se précipite à l'eau pour voir ce qu'il en est. Il s'agit du corps d'une jeune femme dans un état de décomposition avancée. Son visage est tout noir et boursouflé. Posé sur le chemin, à côté de l'étang, un des garçons trouve une paire de gants et un chapeau élégant noir avec des plumes. Sur celui-ci se trouve une épingle avec la lettre H. Un des garçons part chercher de l'aide pendant que les autres veillent le corps. La rumeur se répand rapidement dans la petite ville et une foule de curieux arrive sur les lieux avant même que le médecin et la police n'arrivent. Parmi eux se trouve un homme appelé William Taylor, âgé de 52 ans et qui n'est autre que l'oncle d'Hazel. Le docteur pense qu'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Il n'y a pas de traces de lutte. Mais par sécurité, le corps est autopsié. Et là, surprise, il s'agit bien d'un homicide. La victime n'a pas d'eau dans les poumons et elle était déjà morte avant de finir dans l'étang. Elle a reçu un coup violent à l'arrière du crâne avec un objet contondant qui a entraîné une grave commotion cérébrale. On pourrait dire elle a glissé et s'est cognée sur un rocher avant de tomber à l'eau. Mais dans ce cas, on n'aurait pas retrouvé ses gants et son chapeau sur le chemin. Ils auraient fini dans l'eau avec elle. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas qui elle est. Toutes les personnes qui sont passées par ce chemin ces derniers jours sont interrogées pour savoir s'ils ont vu quelqu'un. Des personnes parlent de la jeune femme blonde, mais ils ne la connaissaient pas. Frank Smith est aussi interrogé, mais dit ne pas savoir qui cette jeune femme pourrait être. Il ne parle pas de sa courte discussion avec Hazel le 7 juillet. Il ne fait tout simplement pas le rapprochement. Une description de l'inconnu, et surtout de son épingle à chapeau avec la lettre H, est diffusée. Le père d'Hazel commence à avoir des doutes. La description ressemble à sa fille dont il n'a pas de nouvelles, et la lettre H de l'épingle à cheveux lui fait se poser des questions. Il vient voir la police et décrit les plombages en or sur certaines dents de sa fille. Et il s'agit bien d'Hazel. Très bizarrement, l'homme ne semble pas ému par la nouvelle du décès de sa fille. Le reste de la famille est également interrogé, et étonnamment la mère d'Hazel ne montre pas non plus de signe de chagrin pour la mort de sa fille. Ses parents sont incapables de parler d'elle, comme s'ils ne la connaissaient pas. C'est comme s'il s'agissait d'une étrangère pour eux. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est aller chercher les 500 $ d'assurance vie de leur fille. La police interroge donc la seule personne qui semble la connaître, sa tante Minnie. Celle-ci raconte sa dernière conversation avec elle et dit qu'Hazel n'a pas de petit ami à sa connaissance. Par contre, elle leur parle de son oncle William Taylor qui vit près de l'étang et qui était présent au moment de la découverte du corps. Il a même aidé à le sortir de l'eau. L'homme vient de perdre son épouse et est déprimé depuis. Il a même tenté de mettre fin à ses jours. Il était assez proche d'Hazel. D'ailleurs, en 1907, elle a passé 1 mois alitée chez cet oncle. On ignore de quelle maladie elle souffrait. Son frère et sa belle-sœur Eva l'ont veillée pendant cette étrange maladie. Autant vous dire que la thèse de l'avortement est la plus souvent citée à ce sujet. Peut-être qu'Hazel avait l'intention de rendre visite à son oncle le soir de sa mort. Il est interrogé et déclare ne pas avoir vu sa nièce ce soir-là et il n'était pas prévu qu'elle lui rende visite. Que faisait-elle donc à cet endroit en tenue chic alors que la nuit tombait? Vous vous souvenez que certaines personnes qui l'ont croisée l'ont vu manger des framboises? Eh bien, il n'y a aucune framboise qui a été trouvée dans son estomac lors de son autopsie, ce qui veut dire qu'elle faisait semblant d'en manger, comme pour justifier sa présence en ces lieux. Étrange. Le 16 juillet, la police récupère la valise d'Hazel à la gare. Une fois ouverte, celle-ci révèle des vêtements dont une robe kimono en soie très chère et des articles de toilette en suffisance pour une nuit. Elle n'avait donc pas l'intention de partir longtemps. Dans son sac, il trouve un médaillon en or en forme de cœur, un mouchoir, une annonce personnelle du journal datant du 7 octobre 1907 et des cartes postales d'admirateurs. Dans sa malle, enfin arrivée chez ses parents, on trouve des lettres d'amour signées des initiales CES, ainsi que des factures et des reçus de pilules féminines françaises pour régler les cycles et pour provoquer une fausse couche. Décidément, elle avait pas mal de secrets. Une amie d'Hazel confirme que la jeune femme n'était pas si sage que ça. En fait, il semblerait qu'elle aimait avoir sa cour de prétendants autour d'elle et elle fréquentait plusieurs hommes. N'importe lequel pourrait être son tueur. L'enquête patine et un homme finit par se présenter à la police. Il déclare qu'il était près de l'étang la nuit du 7 juillet et il aurait vu un homme qu'il ne peut pas décrire vu qu'il faisait noir. Ça n'avance pas beaucoup l'affaire. Il peut simplement dire que c'était un homme maigre de taille moyenne. Là où c'est plus intéressant, c'est qu'il y avait une calèche sur la route avec un autre homme à l'intérieur qui attendait le premier. 2 hommes seraient-ils responsables du meurtre?
Et cette description ne vous rappelle pas quelqu'un? Le marchand de charbon Rudolf Gudrun et Frank Smith. Le même Frank Smith qui était amoureux d'Hazel et qui a oublié de dire à la police qu'il l'avait vue le soir de sa mort. Par contre, si on admet que Frank aurait pu la tuer suite à une déception amoureuse, il n'y a aucune raison pour que Rudolf soit resté là à le regarder commettre un meurtre sans réagir. Autre possibilité, la calèche de Rudolf aurait pu percuter la jeune femme dans l'obscurité. Elle serait tombée et se serait fracassé le crâne contre un rocher. Pour cacher l'accident, il l'aurait jetée dans l'étang. Le médecin légiste repousse cette hypothèse. Hazel aurait dû avoir des traces de coups à l'endroit où la calèche ou le cheval l'aurait touché. Et ce n'est pas le cas. Mais un autre duo pourrait également correspondre à cette description. Un couple se présente au détective William Powers. Il raconte être passé devant Tills Pond le 7 juillet et avoir vu une autre calèche. Un modèle de luxe avec un beau cheval qu'on ne voit que dans les grandes villes. À leur passage, le conducteur s'est retourné comme s'il ne voulait pas être reconnu, et il y avait quelque chose à l'arrière de la plateforme. Le couple a ensuite aperçu une silhouette cachée sur la rive de l'étang, à l'endroit où le chapeau et les gants ont été retrouvés. Ce n'est qu'une semaine après ce témoignage que la police se renseigne sur cette histoire. Ils découvrent que la calèche a été réservée par Fred Schatzel, un embaumeur et homme politique républicain, pour un de ses amis William Cushing, également républicain. Les deux hommes reconnaissent avoir été à Sand Lake cette nuit-là et connaître Hazel, mais ils nient toute implication dans sa mort. On peut se demander quel serait leur mobile. N'oubliez pas que Hazel fréquente depuis l'âge de 14 ans deux hommes très puissants, Thomas Hislop et John Tupper. Une liaison avec l'un des deux, voire même les deux, pourrait expliquer son train de vie. Était-elle devenue trop gênante pour eux? Menaçait-elle de dévoiler leur liaison? Les faisait-elle chanter? Hislop et Tupper avaient suffisamment d'argent et d'influence pour demander à Schatzel et à Cushing de se débarrasser d'elle. Mais voilà, ils sont rapidement écartés de la liste des suspects, sans qu'on ne sache pourquoi. La police se demande quand même comment Hazel pouvait s'offrir les voyages qu'elle faisait à New York, Boston et Rhode Island, et sur des bateaux en première classe, sans parler de ses tenues hors de prix. Une rumeur parle de voyages d'Hazel avec sa tante et que les deux se livraient à la prostitution. Rumeur sans preuve. Une autre parle d'orgie dans la forêt et dans une maison isolée organisée par un riche homme d'affaires d'Albany, Henry Kramroth. Il semblerait que des cris de femmes aient été entendus venant de chez lui la nuit du meurtre. La piste n'est pas explorée et passe à la trappe. L'affaire est vite abandonnée et tombe dans l'oubli. Il faut dire que les détectives qui ont été chargés de l'enquête étaient républicains. Les loups ne se mangent pas entre eux. Bien des années plus tard, un jeune garçon passe ses vacances chez sa grand-mère Betty à Taberton. Elle lui demande de faire attention, car dans les bois près de l'étang rôde le fantôme de la belle Hazel qui a été assassinée. Le jeune garçon grandit avec cette histoire toujours dans un coin de sa tête. Mark Frost, une fois adulte, devient réalisateur et scénariste et s'associe à David Lynch pour recréer le mystère qui a marqué son enfance. C'est ainsi que naissent le film et la série Twin Peaks. Laura Palmer, une belle jeune femme blonde, est retrouvée morte au bord de l'eau. Au fil de l'enquête, l'agent Dale Cooper découvre que sous une apparence lisse, Laura cachait bien des secrets. La ville où vit Laura ressemble assez à la ville où Hazel a été retrouvée. Une zone densément boisée avec des lacs, des étangs et les deux montagnes. La différence entre la réalité et la fiction, c'est que le tueur de Laura est démasqué, alors que l'identité de celui d'Hazel, malgré beaucoup de théories, reste un mystère. Un documentaire est en cours de tournage sur cette histoire qui a inspiré Twin Peaks. J'ai hâte de le voir car il y aura beaucoup de détails auxquels je n'ai pas accès. Alors, d'après vous, qui est le meurtrier de la belle jeune femme? Notre dernière affaire concerne Caroline Loretta Wasilewski, née le 12 juin 1940 de l'union de Stanley et Mary à Baltimore dans le Maryland. Elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Leur nom de famille est d'origine polonaise et n'est pas toujours facile à prononcer pour les habitants de Baltimore. La famille transforme donc leur nom en Wells. Très jeune, Caroline se révèle être une rebelle qui aime défier l'autorité. Ces années-là, c'est la période des gangs à la Grease. Perfecto, cheveux gominés, cigarettes et petits délits. Et Caroline adore ça. Elle participe à des courses illégales de voitures et à des délits mineurs malgré son jeune âge, avec son groupe d'amis ou plutôt son gang qui s'appelle les Drapes. Il faut dire qu'elle aime s'habiller, se maquiller et paraît beaucoup plus âgée qu'elle ne l'est en réalité.
Les personnes qui la croisent lui donnent plutôt une vingtaine d'années. Ses parents s'inquiètent de ses fréquentations néfastes pour une si jeune fille et finissent par l'envoyer à l'âge de 13 ans dans une institution catholique pour couper tout lien avec ce gang d'où elle sort 3 semaines plus tard. La vie reprend son cours normal et elle reprend ses anciennes habitudes avec les mêmes personnes. La seule chose qui change, c'est qu'elle n'en parle plus ouvertement de peur de retourner dans l'institution. Elle montre donc une apparence de jeune fille de son âge. Elle est élève en première année à la Southern High School à Baltimore et étudie la dactylographie, les sciences, les maths, l'anglais et la musique. Son souhait est de faire des études de commerce plus tard. Elle est très proche de sa maman et fait beaucoup de choses avec elle. Malgré son côté rebelle, elle chante dans la chorale de l'église. Le 8 novembre 1954, à 18h15, elle quitte la maison familiale pour rejoindre sa meilleure amie, Peggy Lamana, qui a 16 ans et qui habite sur Washington Boulevard, pour aller s'inscrire à des cours de danse qui se font à l'école primaire voisine. Elle porte un corsage rose, une jupe noire et a ses bigoudis sur la tête. Comme elle ne rentre pas au soir, sa famille va la chercher chez Peggy, qui se trouve avec une autre de ses amies. Elle explique qu'elle a attendu Caroline mais qu'elle n'est jamais venue. De plus en plus inquiets, les parents de Caroline la recherchent toute la nuit. Vers 7 heures du matin, un chauffeur de train ralentit sa machine pour effectuer un changement de voie. Ce faisant, il voit quelque chose d'étrange sur les rails, sous le pont de Belvedere Avenue. Il s'agit d'un corps. L'homme parvient à arrêter son train avant de l'écraser. La police arrive rapidement et constate qu'il s'agit du corps d'une femme. Il s'agit de Caroline. Elle est en partie dénudée et est remplie de contusions et d'égratignures. Ses chaussures et sa jupe ont disparu ainsi que sa veste et ses 3 bagues. Le plus étrange, c'est que quelqu'un a écrit sur sa cuisse droite avec du rouge à lèvres le prénom de Paul. Selon la police, le meurtre ne s'est pas produit à cet endroit. Des traces de sang sur la balustrade du pont font penser qu'on a amené le corps jusque-là en voiture et qu'on l'a ensuite jeté du haut du pont pour qu'il soit écrasé par le train. La preuve, une partie des affaires manquantes de Caroline couvertes de sang sont retrouvées à 12 km des voies ferrées sur un terrain vague de Gable Avenue près de son domicile. Il manque toujours sa veste et ses bagues. C'est probablement là que le crime a eu lieu. D'après l'autopsie, Caroline est morte suite à une fracture du crâne après une violente bagarre. Elle a eu un doigt cassé en voulant se défendre. Sa mâchoire et certaines de ses côtes sont brisées. L'heure du décès est estimée à 23 heures. Il n'y a pas de preuve d'agression sexuelle. Ses funérailles se déroulent le 12 novembre à l'église Saint-Pierre-des-Apôtres. Ce sont les amis de Caroline qui portent son cercueil. Rapidement, des témoignages rapportent la présence d'une voiture de couleur claire avec un toit noir sur le pont juste au-dessus de l'endroit de la découverte du corps. Un pompier explique qu'il passait sur ce pont le soir du meurtre vers 23h40 et qu'à son arrivée, la voiture est vite partie, allant même jusqu'à brûler un feu rouge pour s'enfuir. Un autre témoin affirme avoir vu Caroline avec une autre fille marchant sur Washington Boulevard vers Hammond's Ferry Road. Il les a revus plus tard dans un café vers 20h50, de nouveau sur Washington Boulevard. Les membres du gang des Drapes sont interrogés, ainsi que les amis de Caroline et sa famille. Un certain Rocky, membre du gang, est particulièrement intéressant. Il avait rendez-vous avec Caroline le soir de sa mort. Il est interrogé et il est relâché. D'autres membres des Drapes passent aussi par la case interrogatoire. Un chauffeur de camion nommé Joe, un homme avec un œil de verre surnommé The Ice, un autre appelé le Gaucher et un dernier surnommé Ace. Tous sont relâchés et blanchis. Les enquêteurs font ensuite passer un test polygraphique aux parents endeuillés. Ils sont montrés du doigt par certaines personnes car ils en avaient marre des fréquentations de leur fille. Ils ne supportaient plus qu'elle leur désobéisse et le père l'aurait tuée suite à une dispute familiale qui a mal tourné. Ils réussissent tous les deux le test, même si on sait que c'est très loin d'être une science exacte. Bien entendu, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de découvrir qui est ce fameux Paul dont le prénom a été écrit sur le corps. Eh bien, il est retrouvé, du moins, s'il s'agit bien de ce Paul-là. Caroline a fréquenté il y a un moment un certain Paul âgé de 20 ans. Cependant, il est impossible que le Paul en question soit le tueur. Suite à un cambriolage, il est enfermé dans une maison de correction. Caroline lui écrivait d'ailleurs tous les jours depuis son arrestation. Il est quand même interrogé et donne à la police une liste de personnes qui connaissaient leur relation qui était secrète et qui auraient donc pu écrire son prénom sur la cuisse de Caroline pour l'impliquer. Mais ça ne donne rien. La police se tourne vers une autre piste. Un mois avant sa mort, Caroline a témoigné au tribunal dans une affaire d'agression sexuelle contre l'une de ses amies.
L'homme contre qui elle a témoigné est interrogé et il est également blanchi. Beaucoup de suspects et aucun résultat. C'est rageant. C'est une autre disparition qui va amener un dernier suspect. Certaines sources disent que c'est contre cet homme que Caroline avait témoigné un mois avant sa mort, mais ce n'est pas le cas. Ralph Garrett est un mécanicien de 45 ans qui habite près de chez Caroline. Ce fameux lundi 8 novembre, il emmène sa femme au travail le matin et se volatilise ensuite. Le lendemain matin, son épouse signale sa disparition. Sa voiture est retrouvée 2 jours plus tard en dehors de la ville avec un pneu crevé. Le lendemain de la trouvaille du véhicule, son corps est retrouvé vers 15h30 en face de la scène de crime présumée de Caroline. Il s'est pendu avec sa ceinture. Tous ces faits se sont produits dans une zone restreinte et dans un timing serré qui rend l'hypothèse du hasard difficile à croire. Pourtant, selon l'épouse de Garrett, il s'agit bien d'un hasard. La maman de Ralph est décédée depuis 4 ans et il n'arrivait pas à surmonter son chagrin. C'est la raison pour laquelle il a mis fin à ses jours. Voilà les points sur la carte des lieux pour vous montrer comment tout est proche. Le premier est celui qui montre où le corps de Caroline a été découvert. Le deuxième est celui où le corps de Garrett a été trouvé. Le troisième est le lieu supposé où le meurtre a été commis et où on a retrouvé du sang et des objets appartenant à Caroline. Le quatrième est la maison de Garrett. Le cinquième est le domicile de Caroline. Et le sixième est l'endroit où la voiture de Garrett a été trouvée. Drôle de hasard en effet. D'autant plus que des témoins affirment les avoir déjà vus ensemble plusieurs fois et surtout le soir du meurtre. D'autres disent l'avoir vu un soir après le meurtre dans un bar près de l'endroit où on a trouvé son véhicule. Mais quel serait son mobile? Avait-il une relation inappropriée avec la jeune fille? La voiture de Garrett est analysée et il n'y a aucune trace de sang à l'intérieur. Or, on sait que le tueur a transporté le corps pour le jeter du haut du pont et que Caroline saigna abondamment. Les pneus sont comparés aux traces trouvées près des lieux supposés du meurtre et ça ne correspond pas. En plus, personne dans l'environnement proche de Caroline ne les a jamais entendus parler de cet homme et personne ne les a jamais vus ensemble. Se pourrait-il que les témoins extérieurs au cercle des proches de Caroline se soient trompés en la voyant avec Garrett? In fine, l'homme est exclu de la liste des suspects par la police. Un autre homme est recherché. Il s'agit d'un toxicomane de 32 ans qui est vu en train de tenir un chapelet et de murmurer sans arrêt « Je n'aurais pas dû le faire ». Quand on lui demande de quoi il parle, il répond qu'il s'agit d'une histoire de femme. Il n'a pas été interrogé ni suspecté car on ne l'a jamais retrouvé. À ce jour, cette affaire reste non résolue mais n'est pas classée, même s'il y a peu de chances qu'elle le soit un jour. Un petit garçon de 8 ans vivait à Baltimore au moment de ce crime qui l'a marqué. Il s'appelle John Waters et c'est en pensant à cette affaire qu'il a réalisé en 1990 le film Cry Baby avec Johnny Depp. Le héros de ce film tombe amoureux d'une fille d'un gang rival au sien et ça met le bazar dans leur ville. On n'y parle pas du meurtre mais simplement de la vie que menaient les gens à cette époque et l'environnement dans lequel Caroline a grandi. D'après vous, qui a tué celle qui malgré son apparence adulte n'était encore qu'une enfant? Voilà, j'espère que ces histoires vous ont intéressé. Si jamais ça vous intéresse que je fasse l'histoire du Zodiaque, faites-le moi savoir en commentaire. C'est une histoire assez connue et je voudrais savoir si malgré ça vous voudriez que je vous en parle. À très bientôt.